RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Fan, à Ndiaganiao et partout au Sénégal, l'heure du journal. Georges Béthédio. Voici le sommaire de cette édition présentée par Souleymane Niang. Procès des supporters de l'équipe nationale du Sénégal arrêtés lors de la finale de la CAN au Maroc. Les avocats marocains ont levé leur mot d'ordre de grève, mais ne reprendront le travail que le 16 février prochain. Crise à l'université Cheikh Anta Diop. Le conseil académique suspend les amicales d'étudiants jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les activités pédagogiques se poursuivront sur le campus. Un comité ad hoc mis en place pour proposer de nouvelles modalités de représentation des étudiants dans les instances universitaires. À suivre dans ce journal, la réaction des étudiants qui, par ailleurs, annoncent que leurs 3 camarades arrêtés ont entamé une grève de la faim. Dans la seconde partie de cette édition, nous continuerons à rendre hommage à notre regretté Georges Déthié Diop, arraché à notre affection hier. Georges Béthédio. Nous ouvrons ce journal sur le procès des supporters sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN au Maroc, à l'écoute du tribunal de grande instance de Rabat, où doit se tenir le procès des 18 supporters arrêtés lors de cette finale de la CAN. C'est ce jeudi qu'ils doivent comparaître après un nouveau report la semaine dernière pour cause de grève des avocats marocains. Une petite lueur d'espoir, ces derniers ont décidé de reprendre leurs activités professionnelles à partir du 16 février prochain, selon le quotidien national du royaume chérifien, Le Matin. Nous en venons maintenant à la crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les amicales d'étudiants suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une décision du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop qui annonce par ailleurs la continuité des activités pédagogiques au sein du temple du savoir. Synthèse du communiqué Famadion. Ce sont 4 décisions qui ont été prises. En dehors de la suspension des amicales d'étudiants jusqu'à un nouvel ordre, le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop a choisi d'assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, et ce malgré la fermeture du campus social. La 3e décision, mettre en place un comité ad hoc chargé de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires, et enfin, instituer des cellules d'écoute destinées à accompagner les différentes composantes de l'UCAD. Ces points ont été évoqués par le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop qui s'est réuni en urgence sous la présidence du recteur professeur Alioune Badara Kandji. Profondément affecté par le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, le conseil académique a présenté ses condoléances émues à la famille de l'étudiant, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire, mais a réaffirmé son attachement indéfectible à la sécurité des personnes et à la préservation des biens dans l'espace universitaire. En réaction à ces décisions, le collectif des amicales de l'UCAD dénonce la suspension des amicales par le conseil académique. Il compte poursuivre le combat. Cheikh Ngom, membre de la dite structure, révèle par ailleurs que les 3 représentants toujours en détention sont en grève de la faim depuis hier. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. La suspension des amicales par le conseil académique, chose que nous trouvons irréfléchie de la part des autorités, puisque aujourd'hui, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait l'existence de ces amicales, parce que personne ne peut négocier à notre place. Nous, en tant que collectif, nous allons réunir pour communiquer, pour parler aux camarades étudiants de la situation actuelle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons continuer le combat, puisque aujourd'hui, en tant que représentants étudiants, nous sommes censés représenter nos camarades étudiants et que nous ne laisserons pas l'autorité faire dérouler ou faire ce qu'il veut faire. Et par rapport aux arrestations, quelle est la situation actuellement? Est-ce que tous les étudiants arrêtés ont été libérés ou pas encore? Nous avons reçu hier l'information que certains camarades étudiants ont été libérés, mais ça reste jusqu'à présent 3 membres du collectif qui sont au niveau du commissariat central, M. Bachifal, PSS de la faculté de droit, M. Walifay, président de la faculté de droit, et M. Dembaka, président de la faculté de lettres. Nous demandons leur libération avant toute négociation.
ils ont entamé une grève de la faim depuis hier. Leur situation devient de plus en plus critique. Ah oui, les trois là ont démarré depuis hier une grève de la faim. Et pourquoi? Parce que leur arrestation est arbitraire. Nous demandons la libération immédiate de nos camarades représentants d'étudiants. Nous avons appris que tous les autres étudiants ont été libérés depuis hier le soir. À Bambey, les étudiants en médecine de la faculté de médecine de l'université Alioune Diop ont marché pour exiger toute la lumière et la justice pour leur confrère Abdoulaye Ba ou condisciple Abdoulaye Ba tué à l'UCAD. C'était aussi une occasion pour exiger plus de 12 mois d'arriérés de paiement de bourse. Ils ont décrété la cessation de toutes les activités pédagogiques et des journées sans ticket, sans limite. Mohamedou Makarena, porte-parole de ces étudiants de la faculté de médecine de l'université Alioune Diop, au micro de Babacar Diouf. Frère Abdoulaye Ba, survenu à Dakar, à l'université Alioune Diop de Dakar. Face à cette situation, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont décidé de boycotter toutes les activités pédagogiques jusqu'à nouvel ordre et décréter des journées sans ticket, des IST au sein de nos campus. Et avons décidé aussi de faire une marche pacifique pour demander justice à notre confrère Abdoulaye Ba et aussi à tous les étudiants qui ont été battus, malmenés par les forces de l'ordre. On demande la justice. Raison de notre marche pacifique aujourd'hui. Les bourses, c'est partout. C'est pas seulement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est partout. Nous aussi, on vit cette situation. Il y a des gens qui ça fait 13 mois qu'ils n'ont pas reçu leur bourse, qui sont là, qui souffrent en tant que des étudiants, qui devaient payer leur loyer, payer des tickets pour manger. Et tout ça, on a resté 13 mois sans les bourses. Ça, c'est inacceptable. Restons à l'université Alioune Diop de Bambey où les étudiants se sont vus refuser l'accès au restaurant, une décision qui fait suite au mot d'ordre des étudiants d'observer des journées sans ticket. En réaction, les étudiants ont décidé de gérer eux-mêmes leur restauration. Babacar Diouf. Face à la persistance des journées sans ticket, l'accès au restaurant a été refusé aux étudiants lors du petit déjeuner. Une situation déplorable selon le coordinateur du collectif des étudiants de l'UADB. Du côté de la direction du CROUS, aucune décision allant dans le sens de fermer les restaurants n'a encore été prise. Une source informe d'ailleurs qu'une réunion se tiendra dans les prochaines heures et un communiqué suivra. Dans tous les cas, les étudiants ont décidé de préparer leur propre repas, et ce, hors du campus social. À l'heure du repas, ils ont décidé de faire une déclaration à la presse. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Ramadan et Carême, le président de la République a donné des instructions pour assurer un bon approvisionnement des marchés, mais aussi la stabilité des prix pour l'Association des consommateurs sénégalais. Il faut une bonne campagne de sensibilisation. Elle attire l'attention des corps de contrôle pour une descente permanente dans les marchés. Mohamed Sissé est joint par Salimata Aou. Les prix sont conseillés. On doit sensibiliser les commerçants. Certains étant véreux profitent de la situation de la demande forte pour les spéculer. Nous attirons l'attention que quand l'offre est suffisante, il ne doit pas y avoir de spéculation. Quant au sucre, nous avons le sucre importé de la compagnie sucrière sénégalaise. Cette offre est suffisante. Il y a du sucre à Richard-Toll, il y a du sucre au niveau de Dakar et dans certaines régions. On peut attirer l'attention des corps de contrôle, surtout le service d'hygiène, qui doit veiller sur l'environnement du produit. Je veux dire de la charcuterie, parce que c'est un produit qui est très prisé pendant la période de Ramadan et parfois l'environnement où elle est vendue ne s'y est pas. Donc, au corps de contrôle d'être présent sur le terrain et accompagner des milles volontaires de la consommation. Cependant, j'attire l'attention que tout un consommateur doit être actif. Dénoncer si les prix ne sont pas respectés, les prix qui sont homologués, par exemple sur le riz, par exemple sur le sucre, sur certains produits. Attirer l'attention en cas de doute sur la qualité du produit des corps de contrôle et des associations de défense des consommateurs. Parce qu'en cette période aussi, beaucoup de commerçants verraient essayer de vendre les produits qui sont un peu impropres à la consommation. Donc, veillez à la qualité du produit, veillez au produit. L'offre est suffisante en approvisionnement
de produits alimentaires. Donc, nous osons espérer passer un bon Ramadan. Le reste de l'actualité avec le directeur général de la SAED qui est présentement en visite au casier risicole de Matam qui a été cambriolé par des malfaiteurs la semaine dernière. Sur place, Alassane Ba annonce la reprise des activités ainsi que la poursuite de la campagne dite de contre-saison. Ali Bandelnian est en direct. Depuis ce matin, le directeur général de la SAED, la société en charge de l'exploitation des terres de culture de la vallée du fleuve Sénégal, est venu voir de plus près l'ampleur des dégâts. Nous le disions dans nos précédentes éditions, cette attaque au niveau de la station de pompage du casier agricole de Matam, la station qui assurait l'irrigation des terres de ce casier qui couvre plus de 700 familles, qui a été attaquée par ces malfaiteurs qui ont emporté câbles électriques et armoires électroniques. Moins d'une semaine après cette attaque, le patron de la SAED est donc venu s'enquérir de l'état de la situation. Sur place, des paysans complètement meurtris, des paysans désemparés, gagnés par la tourmente. Je le disais, des paysans qui ont accédé au crédit de campagne mobilisé par la banque, qui avait déjà disposé des intrants agricoles indispensables à la culture irriguée, qui ne savaient plus où donner de la tête. Mais aujourd'hui, Alassane Ba est venu apporter la bonne nouvelle. Première nouvelle, la station de pompage sera immédiatement remise en marche avec du matériel en cours d'être acheminé vers Matam. Et la deuxième, c'est que le processus allant vers la mise en œuvre de la campagne dite de contre-saison sera bien repris et immédiatement. Alassane Ba est à ses côtés l'ensemble des directeurs qui composent son cabinet au niveau de la direction régionale de la SAED de Matam. En attendant de revenir avec des éléments sonores, sachez également que le directeur général de la SAED a annoncé la solarisation de cette station de pompage, non sans demander aux producteurs de prendre toutes leurs responsabilités parce que c'est des infrastructures à coût de milliards, donc qui nécessitent de la sécurité. Les paysans, donc, à qui le directeur général de la SAED a demandé à plus de vigilance, mettre en place des dispositifs aussi de veille pour sécuriser ces investissements. Souleymane, c'est ce qu'on peut retenir en attendant que je revienne avec des éléments sonores. Merci, Ali Bandelnian. Allons à Kaolack, 6471 villages restent encore à électrifier au Sénégal. Pour relever ce défi, la Sénélec intensifie ses actions dans la région de Kaolack avec le raccordement de nombreuses localités au réseau. La mise en service du poste de Waknguna renforce la sécurité et la qualité de l'alimentation électrique. La Sénélec réaffirme son ambition d'un accès universel à l'électricité d'ici 2029 avec l'appui de l'État et de ses partenaires. Écoutons à ce sujet Djibi Dian, le directeur économique et réseau de la Sénélec au micro de Fatumbo. Aujourd'hui, nous sommes dans vraiment une lancée d'accès universel et d'accélérer également les projets et les programmes pour que partout où se trouve un Sénégalais d'ici 2029, que l'électricité puisse lui arriver et que donc c'est pourquoi nous sommes là pour matérialiser aujourd'hui cet objectif d'accès universel en 2020. Comme on l'avait dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui nous avons quand même défini un programme qui est très clair. Nous savons le nombre de villages qui nous restent. Il y a 6471 villages qui nous restent globalement à électrifier et nous avons également estimé le montant avec le ministère de l'énergie, tout c'est connu. Donc la Banque mondiale est là aujourd'hui au Sénégal pour accompagner l'État du Sénégal pour qu'on puisse électrifier ces localités restantes. C'est dans ce cadre de ce programme que le DG est parti pour faire l'inauguration du programme de PADAES qui est financé également par la Banque mondiale. Et nous espérons aujourd'hui que ce financement sera disponible très bientôt pour qu'on puisse engager les travaux avant 2029, qu'on puisse accéder à l'accès universel à l'électricité. C'est un programme qui coûte à peu près aujourd'hui plus de 400 milliards. Voilà, Djibi Dian qui est plutôt le directeur équipement et réseau de la Sénélec. Et puis retour sur l'information relative aux 18 Sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN au Maroc. Ils sont actuellement arrivés au tribunal de Rabat dans le cadre de leur déferment au parquet. Il s'agit plutôt de leur déferment au parquet, même si les avocats sont toujours en grève et entendent reprendre leurs activités professionnelles. Le 16 février prochain, les 18 supporters sont donc arrivés au tribunal et devraient être reçus par le procureur du roi à 12h30 GMT dans un quart d'heure donc. RFM. L'actualité internationale.
le journal international avec vous, Boubacar Dieng. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. À Madagascar, le cyclone Ghezani a fait plus de 30 morts et dévasté 2/3 de la deuxième plus grande ville du pays. Au moins 31 personnes ont perdu la vie après le passage du cyclone Ghezani qui a violemment touché mardi la ville de Toasamina. Selon le colonel Michael Randriana, près de 75% de cette deuxième ville du pays a été ravagée, qualifiant la situation de véritable catastrophe. Accompagné de vents atteignant 250 km/h, le cyclone a fait des dizaines de morts et de blessés selon les autorités en charge des catastrophes. Le chef de l'État s'est même rendu au chevet des victimes hospitalisées pour évaluer l'ampleur des dégâts. Il estime que la situation dépasse les capacités de Madagascar et lance un appel à l'aide internationale. Au Kenya, le chef de secte Paul Mackenzie et 7 de ses proches ont été inculpés mercredi pour la mort de 52 personnes. Les corps des victimes avaient été retrouvés dans des fosses communes dans le sud-ouest du pays. C'était en 2025. Selon l'acte d'accusation du tribunal, ces décès sont liés aux activités d'une secte apocalyptique. Un récit d'Ibrahim Kerambalo. Plus de 400 corps retrouvés, des fidèles poussés à mourir de faim. Au Kenya, l'affaire Paul Mackenzie prend une ampleur dramatique. Le chef religieux et plusieurs de ses proches sont poursuivis pour meurtre, terrorisme et participation à une organisation criminelle. Les procureurs les accusent d'avoir dirigé une secte apocalyptique au sein de la Good News International Church. Selon l'accusation, les adeptes étaient encouragés à se laisser mourir de faim ainsi que leurs enfants pour aller au paradis. Avant la fin du monde, Mackenzie rejette ces accusations. L'enquête ouverte il y a 2 ans a permis l'exhumation de plus de 400 corps dans la forêt de Sakaloa, dans le comté de Kilifi. En août 2025, 52 corps ont été découverts dans des fosses peu profondes à Kouabinzaro, à une trentaine de kilomètres de là. Mercredi, Mackenzie et ses co-accusés ont comparu devant un tribunal à Mombasa. Les autorités affirment qu'il continuait à diriger le groupe même depuis sa cellule, où des notes manuscrites évoquent que des transactions financières auraient été retrouvées. Une affaire qui reste l'une des pires tragédies liées à une secte dans l'histoire récente du pays. Union européenne vers un durcissement des conditions d'asile pour les ressortissants d'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. En effet, le Parlement européen a adopté mardi une réforme du système d'asile avec la création d'une liste commune de pays d'origine sûre. Fin de citation. Pour accélérer le traitement des demandes. Le Maroc, l'Égypte et la Tunisie figurent sur cette liste, ce qui compliquera l'accès à l'asile pour leurs ressortissants. Selon l'Union européenne, ces pays ne présentent pas de risque systématique de persécution ou de traitement inhumain. Les demandes ne seront pas automatiquement rejetées, mais seules les craintes fondées de persécution ou de danger grave seront désormais examinées. Une décision vivement critiquée par un collectif d'associations qui a signé une tribune à l'Association nationale d'aide aux frontières pour les étrangers. Selon son président, la place de la Tunisie dans cette liste est erronée. Pour Olivier Clochard, classer la Tunisie comme pays sûr risque de priver de protection des personnes en danger. Donald Trump insiste pour poursuivre les négociations nucléaires avec l'Iran, mais menace de prendre des mesures contre Téhéran en cas d'échec d'un accord. Le président américain a reçu Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche sur fond de fortes tensions au Moyen-Orient. L'Iran se dit prêt à limiter son programme nucléaire contre un allègement des sanctions, mais rejette les autres exigences, notamment sur les missiles et son soutien au Hamas ou bien au Hezbollah. Souleymane. Merci, Boubacar Dia. RFI Sport. À 12h20, Manal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. On démarre ce journal des sports avec les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Agel reçoit Génération Foot. Ce sera cet après-midi à Ngalandou Diouf. Ce sera donc un choc entre équipes de Ligue 1. Elles vont d'ailleurs s'affronter le week-end prochain pour le compte du championnat national de football.
À noter également autre affiche HLM qui joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar, le Dakar University Club qui joue contre les Ayo de Agnam, Gorée face à la Renaissance, Dakar Sacré-Cœur joue contre la Linguère de Saint-Louis, Djambar joue contre Thiès FC, Pench qui défie Pikine. Donc on revient sur cette affiche AGEL Génération Foot. Que retenir de cette affiche, ce match donc qui va être un test pour la prochaine journée du championnat. Nous avons posé les questions relatives à comment elles doivent jouer cette rencontre, toutes les deux équipes, au coach Lucio, ancien professionnel et devenu entraîneur. Le voici au micro des RFM. Vu à la dernière journée qu'ils ont joué, que AGEL est parti perdre à Linguère. Et étant premier, il a perdu. Donc maintenant, l'enjeu est plus dur. Donc il faudra qu'ils se battent 2 fois pour essayer de gagner ce match et rester sur le peloton de tête. Par rapport à Génération Foot, ils ont fait un match nul contre US Ouakam. Donc ils sont en train de poursuivre leur parcours. Ils sont dans la formation, mais ils essayent de mettre quelque chose en place. Et je pense que voilà, par rapport à leur culture, il faudra qu'ils se donnent à fond pour gagner. Donc, vu l'enjeu de ce match, je dirais que AGEL a l'obligation de gagner ce match pour rester dans le peloton de tête. Donc, par rapport à leur performance qu'ils ont fait la fois passée, je pense que les joueurs de Tabandje, du coach Tabandje, auront un élément difficile à régler. Mais bon, comme ils se sont mis et travaillent ensemble pendant tout ce temps-là, je pense qu'ils pourront faire le nécessaire, Inch'Allah. Mais c'est un match stressant pour le match de ce week-end, Inch'Allah. Ah, d'accord. Je pense que le match d'aujourd'hui va définir ce qui va se passer, Inch'Allah, pour le week-end. Lutte avec frappe, franc, défi Tafatine. C'est le combat de ce week-end prévu et promis aux amateurs en combat entre 2 gladiateurs, 2 géants de l'arène nationale qui s'affrontent pour aller au sommet. Que retenir donc de cette affiche? À quoi doit-on s'attendre? Nous avons posé ces questions à Baye Balamboup. Il est chroniqueur de lutte à Bantamba TV. Oui, c'est vrai que nous avons un combat On va vers un combat important dans le milieu de la lutte parce que ça va opposer Franc à Tafatine. C'est un combat hyper important pour Franc parce que ce jeune a réussi à prouver à la face du monde son talent, son savoir-faire et sa force physique en battant de grands noms. Si on se mettait ici à faire le tour du palmarès de Franc, on pourrait passer la journée tellement il a terrassé de grands noms. Maintenant, il a en face de lui un géant blessé parce qu'on se souvient de son combat face à Balaguer numéro 2. Donc ça, c'est un combat très très important pour le Baol qui a besoin de gagner pour se remettre sur les rails. Il a baissé un peu sa masse musculaire pour être plus vivace, pour être plus rapide. Donc, on s'attend à de la bagarre. L'intérêt pour Tafatine, c'est de se bagarrer avant d'entamer la lutte pure face à Franc. Parce que combat bi am na fu sori moom it fu mu ko mën a yóbbu parce que Tapha Tine tey jii bu daanoon Franc day bu ko neexee day dem xaari combat titre royal bi. Voilà, donc ce combat est prévu dimanche prochain à l'arène nationale, un combat donc initié par le promoteur Mansourba des Parcelles Assainies. Voilà, Souleymane, c'est tout pour les Actus Sport. Merci, Malal Junior Diagne. Tout de suite, la revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le rappel à Dieu de Georges Déthié Diop. La voix de Georges s'est tue à jamais. Le journaliste tombe les armes à la main. Professionnel et rigoureux, jovial, sociable, critique ne tarit pas ce matin d'éloges en l'endroit du disparu. Mais le journal se fait fort de remarquer qu'il sera à jamais parmi nous. Oui, le professionnel qu'il fut sera dans le cœur des hommes à jamais, dans chaque journal, bien préparé, dans chaque invité, bien écouté, avec respect, dans chaque micro ouvert avec dignité. Sur ça, retient que Georges, il n'y a pas son laboratoire de technicité, il a su entretenir son relationnel, mais jamais à tordre le cou aux règles de la profession, au charme du journalisme. Georges n'aimait pas seulement le travail, il aimait le travail bien fait. Oui, on a du job bien fait, on purus un créateur hors pair. Selon le journal L'Info, la presse perd un serviteur dévoué. L'observateur qui offre sa une en hommage salue la
mémoire du journaliste avec 3 mots. Adieu, Mr. Georges. En première page, le journal publie le visage de l'homme, un visage calme, presque impassible, qui contraste avec la violence de la nouvelle. Regard droit semble défier le silence soudain qui s'est abattu sur l'antenne. La sérénité figée à jamais dans l'éternité. Rappelé à Dieu, hier, mercredi, Georges Déthié s'est éteint alors qu'il était au travail. À la RFM, au sein des entités du groupe Futur Média, comme dans toute la presse sénégalaise, confrères et auditeurs rendent hommage à la voix, à l'éthique et à la rigueur. Oui, Georges a été bon, il a servi jusqu'au bout. La crise à l'université de Dakar, l'enquête confiée à la division des investigations criminelles, Libération informe ce matin qu'Abdoulaye Ba a été inhumé hier au cimetière de Yoff. Plusieurs étudiants interpellés dans le cadre des violences libérés hier, d'autres toujours retenus. L'observateur précise que tous les étudiants qui étaient arrêtés ont été libérés sauf quelques responsables. Sur ces événements dramatiques, Vox Populi constate que le président s'est incliné hier en conseil des ministres devant la mémoire de l'étudiant tué, exprimant sa profonde tristesse. Ousmane Sonko lui déplore, je cite, l'usage de la violence et invite le ministre de la Justice à donner une suite judiciaire à l'affaire. Le ministre de l'Intérieur instruit lui de veiller, selon toujours Vox Populi, à continuer à la sécurisation et à la pacification complète des espaces universitaires du Sénégal. Dans le même journal, Les Vérités crues de Waly Diouf Bodian, il demande au régime d'assumer pleinement la responsabilité de la mort d'Abdoulaye Ba, consubstantielle à l'exercice du pouvoir. Cela ne préjudicie à l'impératif de tirer au clair cet événement condamnable et d'appliquer la justice dans toute sa rigueur, a-t-il soutenu. Et de poursuivre, il faut conformément donc à nos engagements aux engagements de PASTEF de veiller à ce que cela ne puisse plus se reproduire. Dans le même journal, La Voix de Guy Marius Sagna qui assène ses vérités. Si nous utilisons l'appareil des FDS que nous avons trouvé sur place, eh bien, nous allons droit vers d'autres Abdoulaye Ba, dit Guy Marius Sagna. Point actu en conclut que Guy Marius et Waly Diouf Bodian se démarquent du régime. Dans le même journal, sur ça, Cheikh Omar Diagne fait monter le ton. Lui aussi, pour lui, la mort d'Abdoulaye Ba s'explique par la violence exercée sur les étudiants avec des colonnes entières de blindés, des agents surarmés, des contingents de blindés, des contingents de policiers suréquipés dans un espace confiné. C'est la cause du drame. Question donc ce matin, dérive ou bavure? Enquête note que la problématique reste entière car on a tout vu. Un avocat dépose plainte en tout cas contre les agents du commissariat central pour violence, entrave à l'exercice de sa profession. Eh bien pour le quotidien, on va droit vers un gatsa judiciaire. À la une du journal LAS, la levée de l'immunité de Farba Ngom, ses avocats démolissent le dossier. Le journal Sud Quotidien constate que les conseils du maire des Agnam soulèvent des irrégularités après la sortie du ministre de la Justice et garde des Sceaux Yassine Fall sur les nouvelles accusations portées contre le détenu Mohamedou Ngom dit Farba et ses conseils. Ces derniers ont apporté une réplique sanglante face à la presse hier, mercredi 11 février 2026. Le collectif des avocats du député maire des Agnam a relevé de nombreuses violations flagrantes de la loi, mais également des droits de leurs clients. Dans le journal Libération, le dossier Pape Cheikh Diallo et compagnie, le juge déclenche une vague de perquisitions. De nouvelles arrestations attendues, un lot de préservatifs et du lubrifiant retrouvés à Nord-Foire chez Doudou Lamine Dian. Le journal Libé pointe une pédocriminalité transfrontalière. En plus du Sénégal, l'organisation criminelle a sévi au Mali et au Maroc. Face à l'ampleur du dossier, le parquet de Beauvais a été dessaisi au profit de celui de Paris, arrêté en France en même temps que ses deux présumés complices, Laurent Cave et Adrien Bastard. Pierre Robert a gardé le silence lors de son audition. La police passe au crible près de 52 000 fichiers pédocriminels retrouvés en France sur Pierre Robert et ses deux complices. Au bas mot, le réseau a fait près de 200. C'est une ambiance lourde qui envahit ce matin la salle de rédaction de la RFM. La réalisation des éditions de 12h et 13h se passe comme prévu, mais la coordination se fait à tout bas. Salimata Aou, visage courbé, avec son voile noir sur la tête, se penche sur son sujet d'aujourd'hui. Elle liste les qualités et la dimension de Georges Déthié Diop, qu'elle a côtoyé pendant plus d'une décennie. C'était un grand frère. C'était un grand frère, plus de 10 ans, je dis même plus de 15 ans ensemble. Mes débuts à la RFM, il m'a encadré, il a tout fait. Des conseils,
Il corrigeait mes papiers. Quand j'avais un sujet pour les grands reportages, je lui en parlais. On déterminait ensemble l'angle de traitement, le village d'enquête. Il m'aidait avec des numéros. Même au-delà du travail, c'est comme si Georges faisait partie de ma famille. Quelqu'un de très discret, un homme bien, wallahi. Toujours abattu par la disparition de son mentor et conseiller, Nafissatou Silla, lui, a vécu presque 20 ans avec le regretté Georges. Pour elle, c'est une grosse perte. Je dirais 20 ans, je l'ai côtoyé pendant 20 ans. Parce que, comme je le dis, on s'est vu pour la première fois au concours du CESTI. Donc, c'est lui qui était chargé de surveiller notre salle d'examen. Pendant plus de 3 jours, on était ensemble. C'était à lui que je remettais mes copies et autres. Donc, c'est depuis ce jour-là que je l'ai connu. Et depuis, voilà. Depuis, on est restés de très bons amis. On s'est retrouvés au niveau de GFM, à TFM. Moi, j'étais là-bas. Lui, il était à la RFM. Je le connaissais pour quelqu'un qui vraiment aimait soutenir ses collègues, hommes ou femmes. Surtout les femmes. C'est ce même calme plat qui règne dans le studio de diffusion qui émet du gospel comme pour dire adieu à la voix suave. Le journal se prépare dans le studio de production et dans le studio d'enregistrement. Le technicien Abdou Thiam revient sur les dernières instances du défunt. même bu muy tëdd noonu mu yuuxu sama tur après ma dem fekk dafa doon yuuxu sama Abdou Thiam après ma daw dem quoi mu ne ma mooy may ko ndox waaw ba ma ko mayee ndox après mu ne ma ndox bu sedd ma daw indi ko ndox bu sedd après ma daw dem wax ko Njóob ma ne Njóob bi c'est ça pas Njóob après ma wax ma daw tamit dem wax ale ma ne Njóob bi ñoom ñu dem xool ko quoi après mu ne Aliou na ko may ndox Aliou wàcc dem jëndal ko ndox ci boutique bi ndoxu kii kireen bidon bi après ñoo jox ko en attendant après bu journal bi tey jeexee Babacar woo ma mu ne nañ ko évacuer quoi après ma dem ma ne Babacar nee na ñu évacuer mu ne moom ci boppam mu ne ma non nañu bàyyi ba ci kanam quoi day dal non après ba ay booru bi xalaas bi jeexee 10 heures poussière Ndiaye bi muy dem na après ñu évacuer ko man naa ne moom Ndiaye ci escalier bi Les témoignages sont unanimes. Georges Déthié Diop était un homme pétri de qualité. Pour ses confrères avec qui il aura cheminé plus d'une vingtaine d'années, il a marqué son passage, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Georges, auprès du Seigneur au paradis. Dans nos têtes, dans nos cœurs. 2 jours que tu ne tiens pas le registre pour la réunion de rédaction. Mon frère, c'est mon complice. Il avait une place spéciale dans mon cœur. Et j'ai été le témoin de son mariage à l'église. Et je suis l'indiquée de sa femme. Pour vous dire que les relations qui m'ont liée avec Georges étaient toutes particulières. Moi, me manque. J'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens. J'ai perdu mon frère de cœur. J'ai perdu. J'ai beaucoup perdu aujourd'hui. J'ai pas de grand frère de même père et de même mère. Mais Georges était plus qu'un grand frère de même père et de même mère pour moi. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Quelqu'un également qu'on ne pourra jamais oublier. En tout cas, tous mes amis, tous mes frères de la 35e promotion ont le même sentiment. Je disais que je suis en mission, en déplacement à Cotonou dans le cadre d'une mission. Et nous avons des confrères béninois qui ont fait avec nous la formation au CESTI. Et dès que je suis arrivé, j'ai pris contact avec Karl Rudolph qui m'a promis. Nous sommes en ligne avec Diatou Cissé. Diatou, bonjour. Diatou, journaliste, bien sûr, ancienne secrétaire générale du SYNPICS. Diatou, quel témoignage sur Georges?
Réaction, on va essayer de se ressaisir quand même. Celle de Malik Sy sous forme de chronique du jour. Oui, un simple message suffit parfois à faire basculer toutes nos certitudes et nos émotions, surtout quand il vous annonce la mort. Georges est décédé des suites d'un malaise, une information qui vous fige et qui sème le trouble et le doute dans votre esprit. Mais la réalité a malheureusement pris le dessus sur la vraisemblance et la confirmation de la disparition de Georges Déthié Diop, qui était encore à l'antenne quelques heures avant, a plongé toute une corporation et tout un pays dans la sidération. Et jusque-là, je ne peux croire que j'écris cette chronique pour lui rendre hommage, oui, parce que j'aurais aimé ne jamais avoir à le faire. Nous ne savions pas hier à cette heure que nous écouterions pour la dernière fois cette voix à jamais gravée dans l'imaginaire des Sénégalais. Nous ne savions pas hier à cette heure que pour parler de ce grand serviteur du journalisme sénégalais, nous n'aurions plus recours au présent mais au passé. Sa femme non plus ne savait pas ce mercredi matin que son mari n'allait plus rentrer à la maison. Ses enfants ne savaient pas ce mercredi matin qu'ils ne reverraient plus jamais leur père. Les auditeurs de cette matinale ne savaient pas ce mercredi matin qu'ils n'entendraient plus cette voix emblématique de la radio Futur Média. Mais Georges n'était pas seulement une voix, une intonation, un timbre et un art presque inimitable de conduire ses interviews. Il était aussi et surtout une conscience, une dignité et une élégance d'esprit absolument irrésistibles. Oui, c'était tout cela, Georges, un parfum de bienveillance et de gentillesse que nous ne sentirons plus. Nous sommes nombreux ce matin à ressentir une profonde tristesse d'avoir perdu une figure marquante du paysage médiatique sénégalais. Dans une époque où beaucoup cherchent à se mettre sous les feux des projecteurs, Louis refusait les strass et les paillettes. Il avait le goût de l'ombre. Et pour tous ceux qui cherchent à savoir ce que signifie l'humilité, Georges en était l'incarnation. Il avait une passion pour l'information. Professionnel jusqu'au bout de son micro, il était habité par les idéaux les plus élevés de l'éthique journalistique. L'annonce de son décès a suscité une immense vague de réactions, tout simplement parce que Georges appartenait à cette catégorie de personnes qu'on a le sentiment d'avoir toujours connues. Sa disparition est une perte immense, cerveau opérationnel de la matinale de RFM. Il laisse un groupe Futur Média en larmes. Et je voudrais à cet instant saluer sa mémoire, celle d'un grand journaliste qui est parti comme il a vécu, presque sur la pointe des pieds, un homme digne, exactement comme ce qu'il était et ce qu'il restera. Nous pensons à sa femme, à ses enfants et à tous les siens. Adieu Georges, et que le Seigneur t'accueille dans son vaste paradis. Rebonjour Diatou. Oui, que dire de plus sur Georges après t'avoir présenté nos condoléances en retour, puisque tu es une sœur pour nous tous. Je me retrouve tellement dans l'hommage de Malik que je n'ai plus de mots. Et depuis hier, j'ai une sorte de boule dans le ventre. Je n'ai jamais été aussi, ou bien j'ai rarement été confrontée à l'absurdité de la vie, finalement. Georges ne m'a jamais appelé par mon nom, comme la plupart d'entre vous. Il m'a toujours servi de grande sœur. Et Georges a toujours répondu à mes sollicitations. Dès que j'ai besoin de la moindre chose à RFM, si je n'arrive pas à accrocher Babacar, j'appelle Georges. Et c'était toujours cette disponibilité, cette générosité, cette bienveillance, cette sollicitude. Diatou, je connais, je me permets de te tutoyer, hein, contre toutes les conventions. Je connais ton attachement à la rigueur professionnelle et déontologique. Et Georges était l'incarnation de ces deux valeurs fondamentales, cardinales de notre profession. Absolument. Je pense que c'est l'un des journalistes
les plus attachés à l'éthique et à la déontologie. En témoigne d'ailleurs son détachement. Quand on voit Georges, on voit qu'il est détaché de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est clinquant. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je le respectais. Je le respectais et je le vénérais même quelque part. Georges est vraiment journaliste dans l'âme. Et je pense qu'il a contribué à renforcer, nous tous, professionnels sénégalais, notre dignité et notre fierté par son comportement. Je ne sais plus qui me disait hier que il s'est presque éloigné du président Diomaye, qui est quand même ressortissant de son village, qui est un jeune frère. Georges n'a rien cherché. Il aurait pu se positionner, il aurait pu chercher, à avoir un point de chute beaucoup plus peut-être reluisant, entre guillemets, en termes de matériel que peut-être ce qu'il gagne à la RFM. Mais Georges n'était pas, je pense, de ce point-là. Et j'écrivais hier sur mon statut d'hommage que je lui ai consacré. Et je disais, adieu jeune frère, tu es parti dans la discrétion et la dignité comme tu as vécu. Je pense qu'on aura beau prendre Georges, par quelques bouts qu'on prend un hommage sur Georges, il y a 3 faits, 3 constances qui se dégagent. Ses grandes qualités professionnelles, ses grandes qualités humaines et son attachement atavique à l'éthique et à la déontologie. J'ai une forte pensée pour sa femme. Emma, je me rappelle les félicitations que je lui ai envoyées lorsqu'il se mariait. C'est très dur et traumatisant de se réveiller avec son époux qui va au travail et c'est un cadavre qui vous revient à la maison. Donc j'ai une pensée forte pour Emma, pour ses amis, pour toute la profession. Je sais que Georges était aussi un bon et fidèle catholique. C'est pour ça que je prie que Marie la Sainte puisse intercéder en sa faveur et que Dieu mette la main sur Emma et qu'il la fortifie. Merci Diatou pour ces mots de témoignage. Nous sommes également en ligne avec Yann Dembatine, journaliste et habitant de Ndiaganiao, la commune d'origine de Georges Déthié Diop. Yann Dembatine, bonjour. Bonjour, je pense que c'est bien Souleymane. C'est bien Souleymane, oui. Alors, vous perdez un collègue, mais aussi un voisin, un parent certainement de Ndiaganiao. Qu'est-ce que vous retenez de Georges Déthié Diop, de sa courte vie relativement? Ndiaganiao a perdu un grand homme. Un homme qui, avec un homme digne, celui qui n'a jamais voulu fatiguer son prochain, celui qui passait inaperçu, et pourtant un homme des médias, connu et reconnu des Sénégalais, de la diaspora entre autres, mais qui, même dans son village natal aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissaient pas, peut-être de nom, mais qui ont toujours témoigné sur son engagement, sa détermination, son sens très, très, très relevé de la compréhension de l'individu, mais l'ouverture qu'il avait, Georges, ce digne professionnel qui a honoré Ndiaganiao, qui a honoré le département de Mbour, la région de Thiès, mais le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, depuis que Georges est entré dans ce métier de journalisme, on n'a jamais entendu aujourd'hui un Georges juger ou bien une appréciation négative par rapport au comportement de l'homme. Aujourd'hui, je n'ai pas les mots parce que Ndiaganiao a perdu cette fierté, cet homme digne, cet homme engagé, cet homme qui aime sa localité, qui était très proche de sa famille, de ses amis d'enfance, entre autres. Georges, sa disponibilité était tout autre. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai perdu un jeune frère, un ami, un confident. On échangeait, on ne pouvait pas rester une semaine sans pour autant échanger au téléphone tous les 2 jours. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors des fêtes de Noël.
Je suis passé chez lui le récupérer avec madame. Je pense beaucoup à Emma, avec qui jusque-là, je n'ai pas pu échanger un mot parce que c'est très difficile, c'est très douloureux. Et on a voyagé ensemble ce jour. Le lendemain, on n'a pas pu se voir. À son retour, il a insisté pour que je puisse venir passer un dimanche avec eux, du côté de Mbao. Et Dieu en a décidé ainsi. Nous ne pouvons que prier pour Georges. Mais voilà un homme digne, ce qu'on peut retenir. Un homme très effacé. Un homme qui a toujours été là pour tout le monde. En matière d'amitié, il était très fidèle. En matière de religion, il était très fidèle, un croyant, très pieux, qui aimait l'Église à travers ce qu'il incarnait à la RFM, sur la RFM. Donc, ses émissions, je pense, prouvaient nettement qu'il était là, très disponible pour sa religion. Et on n'a que différentes religions au Sénégal. Peut-être autre chose, tout ce que nous pouvons avoir, autre chose, c'est un plus pour nous. Mais son engagement, sa détermination, aujourd'hui, l'Église sénégalaise reconnaît Georges. Parce que comment il a toujours été, comment il s'est toujours comporté, mais comment il agissait tous les jours. Merci. Et c'est une personne qui, nos dernières discussions, nous renvoyaient toujours à ça. Tu lui parlais de la mort, il banalisait trop. Il te disait que ceux qui sont là-bas, ils nous ont devancés. Nous irons les rejoindre. On n'a pas fait ce qui pourrait peut-être... nous sommes toujours là, mais ce n'est pas ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'on a vécu. Donc, il a toujours banalisé ça. Merci. Il pensait toujours à ses hommes proches, à ses amis, à ses frères, à ses collègues disparus. La dernière fois, on a eu une très longue discussion par rapport à ces genres de situations. Aujourd'hui, c'est son tour. Merci. On n'a pas voulu que ça se passe comme ça. C'est très difficile, c'est très compliqué, mais on ne peut que prier pour Georges. Et prier aussi que Dieu soit le compagnon de l'épouse et de toute la famille. Et Amen. tous ces citoyens qui nous écoutent aujourd'hui, du monde et de la diaspora. Merci. Vraiment, merci aussi à la RFM qui a tenu bon, mais qui a fait l'essentiel jusque-là. Le groupe Futur Média, la presse nationale, internationale, c'est la presse qui a perdu un homme qui a vraiment jusqu'au... Bon, tout à fait. Merci Yann Dembatine, journaliste et habitant de Ndiaganiao. Autre témoignage, celui du directeur du CESTI, où Georges Déthié Diop s'est formé en journalisme. Mamadou Ndiaye retient du professionnel un homme humble, un journaliste rompu à la tâche, mais aussi engagé pour le CESTI. Nous l'écoutons au micro de Nafissatou Silla. Nous avons été vraiment surpris et choqués par la disparition du journaliste Georges Déthié Diop, un journaliste qui a marqué la radio au Sénégal par son professionnalisme, mais également son sens de l'écoute et, disons, sa grande urbanité. Il respectait toutes les personnes avec lesquelles il discutait dans le cadre de son travail, et il se distinguait également par son humilité et sa grande simplicité. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises dans la rue, toujours avec le même sourire, toujours avec la même verve à discuter et à demander des nouvelles du CESTI. Georges était un diplômé de la 35e promo et comme vous le savez aussi, cette 35e promo a perdu récemment un autre journaliste malien, Siaka Kone. Et c'est donc toute la profession qui perd un grand professionnel. Et au nom du CESTI, je présente mes condoléances à toute sa famille, mais également au groupe Futur Média, groupe dans lequel il a toujours été vraiment un grand taulier. Ça, je pense que tout le monde peut le reconnaître. Et donc, face à la volonté divine, on ne peut que se plier et prier pour qu'il repose en paix. Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI. Autre ancien secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé, se rappelle aussi du professionnel des médias. Georges Déthié Diop était un journaliste à l'éthique indéboulonnable de par sa résistance à l'appât du gain, un journaliste engagé en somme. Bamba Kassé s'est confié à Nafissatou Silla. C'était un garçon taquin, respectueux, un garçon à l'école déjà très consciencieux, qui aimait ce métier, qui aimait la radio. On disait, en Wolof, on disait souvent que bon, tu dois être
les Martin Fay et autres là, qui ont dû passer ce virus. Bon, ce qui peut-être n'était pas faux. Mais c'était un garçon très, très sérieux, très urbain, très professionnel. Et puis, avec une éthique chez lui encore. Et ça, moi, je peux en dire beaucoup de choses. Hein. Au-delà de l'école, au-delà de la rédaction, on a eu à se rencontrer dans des moments où sa résistance face à l'appât du gain a fait le charme que tout le monde lui reconnaît. Hein. Alors que c'était des libéralités que ces gens donnaient à la presse de façon générale. Lui a dit une fois en tournée de campagne électorale, il était parmi ceux qui avaient refusé qu'on leur donne de l'argent, simplement parce qu'il considère qu'il n'aurait pas pu, après avoir encaissé cet argent-là, faire concrètement et objectivement son travail. Il y a une anecdote, il y a ce jour-là, le soir d'ailleurs, les quelques petits milliers de francs qui lui restaient, il les avait perdus. Voici Georges Déthié, un homme, en tout cas moi, chaque fois que je le vois, c'est son sourire qui m'atteigne. Et ce n'était pas un sourire fin, ce n'était pas un sourire hypocrite, c'était un sourire vrai, c'était un sourire sincère. On boucle cette série de témoignages avec celui du journaliste Pape Bess Diba. Vous imaginez la difficulté qui m'habite à faire un témoignage sur Georges, tant les souvenirs sont nombreux. J'ai en mémoire notre dernière rencontre récemment où je lui ai dit que j'ai été à Ndiaganiao, j'ai passé la nuit là-bas. Il m'a dit, mais Joe, comment tu peux aller jusqu'à Ndiaganiao sans aller dormir chez moi? Je lui ai dit, une fois retourné, Joe, je passerai la nuit chez toi. Georges et moi, c'est une longue histoire. Georges a été mon adjoint au niveau de la délégation au CESTI. On représentait les étudiants au niveau de l'assemblée de l'université. Georges à RFM, c'est moi-même qui l'ai amené à RFM. J'ai dit un jour à Alassane qu'il y a 2 camarades, ils sont en première année et ils voudraient faire un stage. Alassane me dit, il n'y a aucun souci, dites-leur de venir. Et leur demande de stage, c'est moi-même qui l'ai remise à Alassane. Georges, il est d'un grand professionnalisme. Il n'est jamais dépassé par la pression. Et c'est ça aussi, moi, qui m'étonnait, quoi. Georges, quelle que soit la pression, il était toujours serein, d'un grand professionnalisme, mais d'une grande générosité également, d'une grande ouverture et de tolérance aussi. C'est ça, Georges, quoi. Véritablement, c'est difficile de parler de Georges. C'est difficile de parler de Georges. Voilà, c'est la fin de cette édition à 12h58, édition dont la seconde partie a été entièrement consacrée à notre regretté Georges Déthié Diop. Georges, mission accomplie sur terre, repose en paix dans les cieux et merci pour tout ce que tu as fait pour ta communauté, pour tes amis, pour ta famille et pour le Sénégal, pour tout dire. Rendez-vous avec l'actualité dans un instant avec El Hadj Ndiogou Diène et d'autres témoignages tout au long de la journée sur Georges Déthié Diop. Merci à vous de nous avoir suivis.